Le président de la République vient de nommer Monseigneur Siméon Awana à la tête d'une nouvelle institution, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Le chef de l'État a aussi désigné Seydou Eliman Diarra comme le nouveau président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance. Des hommages ont été rendus au palais présidentiel à l'ancien médiateur honoraire de la République, Feu Mathieu Ekra. La cérémonie hommage a enregistré la présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'Airbus A320 n'a pas émis de message de détresse. L'avion s'est écrasé ce matin dans les Alpes françaises près de Barcelonnette. Il avait à son bord 150 personnes. Elles ont toutes péri dans le crash. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Il était présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce conseil a porté sur des sujets relatifs à la vie socio-économique du pays. Et comme annoncé dans les titres, 2 nouvelles nominations viennent d'être faites par le président de la République. Il s'agit de celle de Monseigneur Awana Siméon à la tête de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, commission qui vient d'être créée, et de Seydou Eliman Diarra qui va présider aux destinées de la Haute Autorité à la bonne gouvernance. Le communiqué de la présidence concernant ces nominations est lu par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République a procédé ce mardi 24 mars 2015 à 2 nominations. Je vous donne lecture du premier communiqué. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce mardi 24 mars 2015 l'ordonnance numéro 2015-174 portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, dénommée CONARIV. Cette commission a pour objet de parachever les travaux de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et de procéder à l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le président de la République a par ailleurs procédé à la nomination de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, en qualité de président de la CONARIV. Je vous donne à présent lecture du second communiqué. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 24 mars 2015 à la nomination de M. Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre, en qualité de président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette nomination intervient à la suite de la nomination de l'ancien président de cette institution, M. René François Afrin Kouassi, en qualité de président de la Cour suprême. Fait à Abidjan le 24 mars 2015. Je vous remercie. Et concernant ces nominations, le porte-parole du gouvernement a fait une communication. On l'écoute. La CONARIV a pour mission de parachever le travail qui a été jusqu'à récemment celui de la CDVR, par la recherche et le recensement des victimes, des ayants droit des victimes non encore recensées, par la typologie à faire de ces victimes-là, de même que la typologie des indemnisations à faire. Cette commission aurait également pour mission de faire des propositions en vue de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens causés lors des crises survenues dans notre pays. L'ordonnance qui a été prise met à la disposition de la CONARIV des moyens. Premièrement, un fonds d'indemnisation des victimes des crises qui sont survenues en Côte d'Ivoire. Et puis, l'ordonnance désigne la structure qui va être en charge de l'indemnisation et de la cohésion sociale, à savoir le programme national de cohésion sociale, donc le PNCS. Pour être plus précis, le programme national de cohésion sociale, donc le PNCS,
particulièrement chargé de procéder sur la base du fichier des victimes validé par le président de la République à la réparation des préjudices subis au moyen du fonds d'indemnisation donc des victimes qui est mis en place. La CONARIV est une institution auprès de la présidence de la République. Elle est dirigée donc par une personnalité nommée par décret et ayant rang de président d'institution. Le gouvernement entend ainsi répondre efficacement à travers donc la CONARIV. Ce qui manquait, c'était le chaînon manquant dans l'ensemble du processus de réconciliation qui a prévalu en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise en 2011. Il était nécessaire que le gouvernement, donc par ce mécanisme, confirme son attachement à ce devoir de solidarité à l'endroit de toutes les victimes des crises que notre pays a connues. Mathieu Ekra, ancien grand médiateur honoraire de la République, est décédé le 22 février dernier à l'âge de 98 ans. Il a reçu aujourd'hui les derniers hommages de la nation ivoirienne au palais présidentiel. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'État, Jérôme Kofi Aboul. Hommage de la nation à Mathieu Ekra, l'ultime suite à son décès le 22 février 2015 dans sa 98e année. Cérémonie voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. La présence aux côtés du président de la République de nombreuses personnalités ivoiriennes et de celles venues d'ailleurs sur l'esplanade du palais présidentiel témoigne de la grandeur du disparu. Cela au regard des combats menés avec le président Félix Houphouët-Boigny pour faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et prospère. L'oraison funèbre pour en faire cas a été lue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan après que le président de la République Alassane Ouattara s'est incliné devant la dépouille de Mathieu Ekra pour ainsi dire saluer sa mémoire et exprimer au nom de tous les Ivoiriens toute sa reconnaissance en tant que chef de l'État. S'il fallait retenir en bref une image du doyen Mathieu Ekra, je citerai ces mots extraits du communiqué de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République, suite à son décès. Citation, le doyen Mathieu Ekra était une grande figure de l'histoire de notre pays. Un homme que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, appréciait pour sa loyauté, sa rigueur et son sens de responsabilité. C'était un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Fin de citation. Suite à cela, la sonnerie aux morts et l'abidjanaise dont Mathieu Ekra a été co-auteur. Hommage également marqué par un défilé militaire, les troupes en présence composées d'un peloton de la gendarmerie, d'une section des forces terrestres, d'une section des forces de la marine et d'une section des forces aériennes, dans une orchestration des éléments de la garde républicaine. Des troupes sous le commandement du commandant Nazer Arseke, chef de corps du 1er bataillon de l'infanterie d'Akouedo. Dernier acte quand le corps a été mis dans le corbillard pour le remettre à sa famille. C'est la remise par le président de la République, Alassane Ouattara, du drapeau national à l'épouse de l'illustre disparu pour les loyaux services rendus à la nation. Mathieu Ekra sera conduit à sa dernière demeure le jeudi 26 mars 2015. La cérémonie au palais présidentiel était précédée par la levée de corps ce matin à Ivosep. Un hommage a été par la suite rendu à feu Mathieu Ekra à la grande médiature à Cocody. Michel Digri. Un mois après le décès de Mathieu Ekra, la douleur de la séparation demeure perceptible chez les proches du défunt. Ils sont venus en grand nombre à Ivosep au moment où Mathieu Ekra entame la dernière ligne droite de l'ultime adieu. Mais avant, c'est la grande médiature, l'institution qu'il a dirigée au soir de sa vie, qui lui rend un dernier hommage. À l'heure de la grande séparation, permettez-moi de dire au doyen Mathieu Ekra, partez assuré que l'idéal que vous caressiez
et que vous avez légué dans l'hymne national, que vous avez contribué à écrire Prévoudra dans ce pays que vous avez tant servi. Mathieu Ekra sera porté en terre ce jeudi à Bonoa. Suite au décès de Lee Kuan Yew, père fondateur et ancien premier ministre de Singapour, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adressé un message au président de la République de Singapour, Tony Tan, pour dire sa profonde émotion. Pour le président Alassane Ouattara, l'illustre disparu Lee Kuan Yew a su marquer l'histoire de son pays et de l'Asie tout entière. Et parmi les personnalités venues d'ailleurs pour prendre part aux obsèques de feu Mathieu Ekra, figure Albert Tevoidjire, l'ancien représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, a échangé aujourd'hui avec Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. On fait le point de cette rencontre avec Moussa Konaté. Ils ne s'étaient pas revus depuis 10 ans. Ce 24 mars 2015 sonnent les retrouvailles entre le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et Albert Tevoidjire, l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire de 2003 à 2005. Je me souviens les réunions nocturnes et puis aussi les réunions diurnes qu'on a eues avec lui à plusieurs reprises pour parler de la paix en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui à Abidjan et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai reçu. Nous avons longuement échangé. Un homme de paix, il a cherché à savoir comment la situation politique nationale évoluait. Nous avons fait un tour d'horizon. Merci à Côte d'Ivoire qui m'a révélé une dimension de mon engagement personnel à la paix et à l'Afrique. J'ai eu cette chance de connaître la Côte d'Ivoire de manière plus approfondie lorsque les circonstances m'ont conduit à être le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'ancien fonctionnaire des Nations Unies reste attaché à ses idéaux de paix en Afrique. Il appelle à une mobilisation contre Boko Haram. Je voudrais que l'Afrique soit réconciliée, soit en paix. Et pour que cette paix vienne, il faut que nous travaillions sérieusement à vivre ensemble. Ce n'est pas par Boko Haram vaincu par les armes que nous vivrons ensemble. Ce n'est pas Boko Haram vaincu par l'esprit que nous vivrons. Et par conséquent, je viens de prier tous les responsables de ce pays de nous aider à ce que l'Afrique ne sombre pas dans Boko Haram. Albert Tevoidjire est en Côte d'Ivoire pour prendre part aux obsèques de l'ancien médiateur de la République, Mathieu Ekra, décédé le 22 février dernier. Les travaux de la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de la France se sont ouverts aujourd'hui à Abidjan. 13 pays y participent. Il s'agira de trouver les voies et moyens en vue de redynamiser le fonctionnement des grandes chancelleries pour une meilleure culture du mérite. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, foulera demain le sol turc dans le cadre d'une visite officielle. Ce périple va permettre au président de la République d'avoir des rencontres avec les plus hautes autorités turques, notamment le président Recep Tayyip Erdogan, et d'autres activités du chef de l'État sont en vue. Abiba Dambele-Saoué est notre envoyé spécial en Turquie. Pas un jour sans qu'on assiste à ce cérémonial. Toutes les délégations étrangères doivent s'y plier. La visite du mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Et c'est inscrit au début de toutes les visites officielles à Ankara, la capitale de la Turquie, et deuxième ville du pays après Istanbul. Lieu de pèlerinage pour les uns, touristique pour les autres, les Turcs rendent ainsi hommage au père de la nation, à leur premier président, celui qui a choisi de faire de Ankara la capitale de la Turquie en 1923, le grand réformateur qui a décidé de faire de son pays un État laïque où les différentes confessions religieuses cohabitent de façon pacifique. Atatürk y est enterré depuis 1953. Le jeudi, à 10h15 précisément, le président Alassane Ouattara sera ici même au mausolée d'Atatürk. C'est le fondateur de la Turquie moderne. C'est un long parcours. Le président va escalader 27 marches à l'entrée du mausolée, passer dans un long couloir de 202 mètres avant de monter 42 marches et déposer sa gerbe de fleurs. C'est une tradition dans ce pays.
Et avant l'arrivée demain en Turquie du président de la République, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a noué des contacts avec des opérateurs du secteur de l'immobilier dans ce pays. Nous restons avec Abiba Dambélé-Saoué pour le compte-rendu. Le plan d'urbanisation de Ankara, ville de 6 millions d'habitants, capitale de la Turquie, n'a rien à envier à celui des grandes métropoles européennes. L'État turc, dans sa volonté de moderniser et harmoniser son plan directeur et résoudre ses problèmes de logement, a constitué une société d'État chargée de construire toutes les infrastructures, qu'elles soient administratives, sociales, sanitaires, religieuses ou sportives. Cette entreprise est TOKİ. Elle se fixe l'objectif ambitieux de construire 1 million de logements en Turquie. Nous avons appris que ce pays a besoin de la construction des logements sociaux. Nous avons parlé du fait qu'on a construit 600 000 logements en 10 ans. On a raconté comment on a constitué nos fonds. Et on a parlé également du fait qu'on n'a pas utilisé le fonds de l'État. Donc, on peut construire aussi chez vous donc, grâce à ces méthodes. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif est plus modeste, construire 60 000 logements à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire qui connaît un déficit de 400 000 logements. L'occasion de la visite officielle du président Alassane Ouattara est une véritable opportunité pour le ministre Mamadou Sanogo en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Nous voulons réaliser 60 000 logements en 5 ans. Et eux, les statistiques montrent qu'ils réalisent 60 000 logements en une année. Alors, leur objectif étant de 1 million de logements, nous avons pensé que pour résorber le déficit structurel qui est de 400 000 logements en Côte d'Ivoire, il faut s'appuyer sur l'expérience de tels groupes. Mais aussi, ce que nous notons, c'est un groupe national, ce n'est pas une société privée. Et pourtant, leur modèle économique impressionne parce que c'est un modèle qui fonctionne totalement avec le système privé. C'est-à-dire qu'ils partent des ressources obtenues par les logements de haut standing pour affecter un coefficient en termes de péréquation pour réaliser des logements pour ceux qui sont démunis. C'est possible en Côte d'Ivoire. L'expertise de la société d'État TOKİ est déjà reconnue au plan international dans 91 pays et gageons que la Côte d'Ivoire sera le prochain État à bénéficier de l'expérience de ces géants turcs. La 91e session ordinaire du Conseil international du cacao a débuté aujourd'hui à Abidjan. La rencontre qui va durer 4 jours va permettre d'échanger sur les questions liées à l'évolution des prix du cacao. Lansine Bakayuku. Après Londres en septembre 2014, Abidjan accueille depuis ce mardi la 91e session du Conseil international du cacao organisée par les pays membres de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. Au centre des débats, la durabilité de l'économie cacaoyère et la question des prix. Comment établir une adéquation entre l'offre et la demande au niveau international afin d'arriver à des prix rémunérateurs? Nos pays producteurs devront moderniser leur agriculture, améliorer la production et la transformation afin de faire face à cette demande sans cesse grandissante. La question est d'autant importante que les producteurs ne veulent pas subir le sort du pétrole dont les coûts étaient en chute libre. Nous craignons que les investissements considérables réalisés actuellement dans les pays producteurs de cacao ne puissent conduire à un scénario similaire à celui que connaît actuellement les prix du pétrole. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Les prévisions affichent que la campagne cacaoyère 2014-2015 consolidera le pays non seulement dans sa position de premier producteur mondial avec 1,7 million de tonnes, mais également de premier broyeur. Mais l'ICCO préfère une optimisation des recettes à une augmentation de la production. Une des niches à exploiter est de promouvoir le chocolat dans les marchés traditionnels et surtout dans les pays émergents. À Abidjan, le gouvernement a mis en priorité 4 défis. Le premier défi concerne la valorisation et la transformation du cacao. Le deuxième défi porte sur la volatilité des cours du cacao. Le troisième défi concerne la lutte contre les pires formes du travail des enfants. Le quatrième et dernier défi est l'amélioration des conditions de vie des producteurs et du capital humain. À ces défis s'ajoute la mise en place de cybercentres au profit des communautés rurales. Par ailleurs, le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan a réaffirmé sa volonté d'accueillir
le siège de l'ICCO dans la capitale économique ivoirienne. La lutte contre le chômage a constitué le menu d'une rencontre au Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Des acteurs du secteur privé et de l'administration publique ont pris part aux discussions. Marina Atta, Jean-Luc Gbangbo. Selon les résultats de l'enquête emploi réalisée par l'Institut national de la statistique, INS, et l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est passé de 15,7% en 2008 à 8,7% en 2012. Ce qui signifie que le chômage qui avait atteint des proportions inquiétantes depuis plusieurs années commencerait à être maîtrisé grâce aux mesures de politique sociale prises par le gouvernement. Cependant, certains Ivoiriens estiment ne pas percevoir cette amélioration. Le taux de chômage actuellement est encore très élevé, malgré les efforts consentis par l'État pour réduire le chômage. Moi, qui suis devant vous ici, actuellement en cas d'emploi. On voit que maintenant dans les sociétés, il faut toujours avoir des connaissances avant d'avoir du travail, ce qui fatigue beaucoup. On sait qu'il y a une certaine amélioration, ce n'est pas ce qu'on attend véritablement. Parce que ceux qui arrivent à avoir du travail n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Des préoccupations auxquelles les chercheurs du CIRES et spécialistes de l'emploi se sont proposés de répondre au cours de cet atelier. Ce qu'il faut noter, c'est que les mesures prises par l'État au plan macroéconomique qui ont pour objectif d'accroître la demande et de faire en sorte que les entreprises produisent plus. Et si les entreprises produisent plus, elles ont besoin, bien entendu, de main-d'œuvre pour travailler et cela va entraîner une augmentation donc, de la demande de travail. Pour le directeur adjoint du CIRES, il faut surtout mettre l'accent sur la sensibilisation, sur les concepts utilisés pour mieux apprécier l'évolution des indicateurs du marché du travail que sont le chômage et le sous-emploi. Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir, c'est le thème des 4e assises de la jeunesse. L'événement débute demain ici à Abidjan. Plus de 20 000 visiteurs et 200 organisations de jeunesse sont attendus. Avant ces assises, Hakim Lacher, jeune talent politique français, préconise le partage d'expériences entre les générations et appelle les jeunes à plus de responsabilités. Gabriel Zani. La 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne, c'est pour demain, mercredi 25 mars, au Palais des Sports de Treichville. Des organisations de jeunesse, les ministères en charge des questions liées aux jeunes, des chefs d'entreprise, présidents d'institutions et les jeunes seront présents pour discuter et débattre des sujets de formation-emploi, d'accompagnement des PME et d'accès des jeunes au crédit. Bref, autant de sujets que possible suscités par la question des jeunes. Mais avant, Hakim Lacher, jeune talent politique français, se prononce sur ces assises. Je crois que le premier point, c'est l'éducation. D'avoir une population qui puisse accéder au savoir, à l'apprentissage, aux universités, aux formations. Elle s'est faite aussi par un investissement de la jeunesse, un investissement dans différentes associations, un investissement dans l'entreprise. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est cette prise d'initiative et cette audace que doit avoir la jeunesse, que ce soit à Abidjan ou à Paris. Plus de 20 000 visiteurs et 200 organisations de jeunesse attendues pour ces assises devront expliquer ou comprendre pourquoi il est important d'investir dans la jeunesse. Pour Hakim Lacher, les décisions arrêtées au soir du 28 mars, date de clôture des travaux, devront être suivies et mises en application. Il ne faut pas se réunir pour finalement déblatérer autour d'une table. Il faut se réunir pour que finalement on en ressorte des solutions et surtout qu'on les mette en application. C'est ça le plus important. Les prix de meilleurs jeunes inventeurs, meilleurs entrepreneurs jeunes du parcours exceptionnel récompenseront les jeunes qui se distinguent déjà par leur travail au terme des travaux. L'élève Hippolyte Junior Soméné en classe de 4e a été poignardé le 7 mars dernier par un autre élève gréviste. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, est allé présenter aujourd'hui ses condoléances à sa famille. Ben Touré, Hamza Diaby. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a perdu un enfant, un élève, probablement un futur cadre de ce pays. Hippolyte Junior Soméné, 17 ans, élève en classe de 4e, est mort le samedi 8 mars dernier des suites d'un coup de poignard assassin d'un autre élève. Son crime, il aurait refusé d'abandonner les cours pour suivre un mouvement de grève. Ce vendredi-là, nous étions en train de faire cours lorsque les élèves du lycée modèle à Bobo sont arrivés. Ils disent que comme il ne faut pas cours
nous, on a sorti de l'école. Nous, on ne voulait pas sortir, on était cachés dans les classes. Les directeurs de l'école sont venus pour dire que nous, on a sorti. En sortant, il y a un autre groupe qui venait par l'arrière. Dès qu'on est sorti net, c'est dans ça qu'ils l'ont piqué. Ces échauffourées tireraient leur source de la rétention des notes par certains enseignants du secondaire qui réclament le déblocage de leur salaire. Accompagnée de l'ensemble de ses collaborateurs et du conseil municipal d'Abobo, la ministre est venue consoler la famille. Elle annonce des mesures. Mais des mesures sont prises pour que devant les grands lycées, les grandes écoles, il y ait un détachement de forces de sécurité. Je demande la patience à tous les enseignants, la patience à tous les acteurs du système éducatif de reprendre le chemin de l'école pour faire en sorte que nous puissions bien préparer l'année qui a bien commencé et surtout préparer les examens scolaires pour que nos enfants puissent aller aux examens dans de bonnes conditions, surtout dans des conditions de sécurité. 5 millions de francs CFA sont remis à la famille éplorée au nom du gouvernement. Mais au-delà de ce geste, la présence de la ministre Kondia à leur côté, en ce moment de grande épreuve, atténue la douleur des parents du défunt. Ce mercredi 25 mars, la ministre de l'Éducation nationale rencontrera les syndicats d'enseignants. Une énième discussion pour tenter de ramener la sérénité à l'école, tout en espérant que la température baisse et que le calme revienne dans nos établissements scolaires. L'avenir des 5 millions d'élèves de Côte d'Ivoire en dépend. En politique, le 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains tenu le dimanche 22 mars au Palais des Sports à Treichville a enregistré une forte mobilisation. Le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, a exprimé sa reconnaissance aux militants. Abou Sanogo. Pari de mobilisation réussi par le comité d'organisation du 3e congrès extraordinaire du RDR. Plusieurs milliers de délégués du parti ont plébiscité le président Alassane Ouattara comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Comme l'organisation l'avait promis, le palais des sports de Treichville a refusé du monde. 24 heures après sa tenue, le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, a au cours d'un point de presse exprimé sa gratitude à l'endroit de tous les militants et des partis alliés pour leur engagement. Pour lui, ce congrès avait l'allure du démarrage de la campagne du président Alassane Ouattara. À cette base militante déterminée, engagée, qui a fait preuve une fois de plus de la constance de son engagement, qui depuis 20 ans a toujours été aux côtés du président Alassane Ouattara, qui depuis 20 ans, cette base a toujours porté haut les couleurs du RDR. Cette base a su toujours surmonter les épreuves. Je voudrais leur dire merci. Le Rassemblement des Républicains entend donc maintenir sa flamme militante après avoir fait la preuve de sa capacité de mobilisation. Le 3e congrès est venu rappeler aux militants que dans 6 mois, nous devons réélire le président Alassane Ouattara. Ce congrès extraordinaire est venu rappeler aux militants que nous devons être une équipe soudée, solidaire. Ce congrès extraordinaire est venu rappeler aux militants que nous ne sommes plus seuls, que nous sommes dans une grande famille, composée du PDCI, du DPC, MFA et du RDR. Et que c'est cette grande famille qui doit accompagner le président Alassane Ouattara. Le 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains était placé sous le thème « Tous rassemblés autour d'Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne ».